cette deuxième édition de la Nuit du droit. Vous êtes ici dans la chambre des appels correctionnels, ici que nous jugeons en appel les délits commis dans le ressort de notre cour d'appel. Et vous êtes ici pour entendre des joutes oratoires qui vont opposer l'école des avocats Centre-Sud, l'EDAC, qui comptera 4 participants, et la faculté de droit de Montpellier, représentée par l'association Lysias, qui représentera aussi 4 participants. Vous allez entendre 2 joutes oratoires pour cette première heure. Une première qui nous permettra de nous interroger sur l'indépendance du juge. Celle-ci est-elle un fantasme? Sarah Gillet-Lelommier de la faculté de droit, représentée par Lysias, défendra la positive, et M. Arthur Morel, représentant l'EDAC, défendra la négative. Ensuite, nous nous demandons s'il en faut peu pour être heureux. M. Alexandre Lamour de Lysias défendra la positive, et M. David Monsalves de la faculté de droit défendra également la positive. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'espère que vous allez pouvoir tout à la fois apprécier la qualité oratoire des orateurs et surtout réfléchir et sortir d'ici plein de réflexion et non pas de certitude, car c'est sûrement la réflexion qui permet le mieux d'apprécier les propos qui vont suivre. Accueillons tout de suite, pour l'indépendance du juge était un fantasme, Madame Sarah Gillet-Lelommier, représentant l'association Lysias, défendra la positive. Et Monsieur Arthur Morel de l'école des avocats Centre-Sud qui défendra la négative. Madame Gillet-Lelommier, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, chers publics, je veux tous les hommes avec pied. Enfin, au moins ceux que je trouve séduisants et qui me respectent. Mais je les veux tous à mes pieds. Et un château aussi. C'est bien. Bon, je pense que vous l'avez compris, je t'en passe un peu trop. Et il faut que j'arrête de confondre rêve et réalité. Mais mon contradicteur, il faut qu'il arrête également. Parce que lui aussi, il a un fantasme. Un fantasme différent, par contre. Lui, il est persuadé que le juge est indépendant. Et pourquoi? Parce que c'est la Constitution. C'est vrai que tout ce qui est écrit est forcément vrai dans la pratique. Non. Non, le juge, il n'est pas indépendant. Mais tout d'abord, l'indépendance, c'est quoi? Être indépendant, par l'opposition, c'est ne pas être dépendant de quelque chose. C'est l'absence de contrainte, de soumission à quelque chose. Par extension, c'est être libre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle tient, la statue de la liberté, dans ses mains? La déclaration d'indépendance des États-Unis. Et pourquoi? Parce que les deux sont liés. Parce que être indépendant, c'est être libre par extension, c'est se suffire. Et non, non, le juge, il n'est pas indépendant. Tout d'abord, il n'est pas indépendant parce que le juge, il est soumis à la loi. Il n'a pas le choix, il doit s'y conformer. Or, être libre, c'est avoir le choix. Il ne peut pas condamner un homme sans fondement, sans preuve. Il ne peut pas le regarder et lui dire j'ai rien contre vous, hein. Votre femme, certes, elle est morte, on pense que c'est vous qui l'avez tuée, mais j'ai rien. Mais bon, vous avez une sale tête. 10 ans. D'ailleurs, en parlant de la peine, le juge, si la peine est fixée à 5 ans dans le code de prison, il n'a pas le droit de mettre 7. Et même quand c'est 5 ans, c'est 5 ans maximum. Maximum. Il doit moduler la peine en fonction de la personne, en fonction des circonstances. C'est ça, être soumis à la loi. Et cette soumission, elle permet quoi? Elle permet d'éviter l'arbitraire du juge. Cette soumission, limite, elle est bénéfique. Bénéfique pour notre sécurité. Ça nous permet de ne pas nous réveiller un matin, on nous accuse d'avoir volé un œuf et de finir à la potence. Le juge Bruguière, il disait que le magistrat, il doit connaître quelque chose encore plus que le code pénal, c'est le code de procédure pénale. Pourquoi? Parce que si le juge ne respecte pas la procédure pénale, qu'est-ce qui se passe? La procédure, elle tombe.
on a des nullités, les avocats sont contents, et puis bah, c'est l'affaire qui coule. Hein. On acquitte, on relaxe, parce qu'on n'a rien. On n'a rien. Et cette procédure qui est importante, ça montre que le juge n'est pas indépendant. Alors, on vous dira certainement que le juge, il a une liberté de parole, il a une liberté à l'écrit. Ah bon? Vous êtes sûr? Il n'a pas le droit d'insulter les gens, donc c'est logique. Il est obligé de dire certaines choses. Par exemple, prenez le cas de la comparution immédiate. Il est obligé de demander au prévenu si celui-ci veut bénéficier d'un délai. Il est obligé de lui accorder ce délai si le prévenu le demande. Niveau liberté du juge, on n'a pas. Il est obligé de lui dire qu'il a le droit de garder le silence, de répondre aux questions, de faire des déclarations. Il n'y a pas la liberté. Pareil, il n'a pas le droit de dire à l'avocat de partie civile, écoutez maître, ça fait 3 heures qu'on est sur cette affaire, je commence à en avoir marre. On a le procureur derrière, les avocats de la défense aussi. Je ne pas, on n'a pas le temps. Non, il n'a pas le temps. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe s'il fait ça, le juge? Eh bien, on fait appel. Et l'appel, ça nous permet de montrer que le juge n'est pas indépendant. Mais dans un second temps, et je vais peut-être heurter les esprits, le siège de la magistrature, pour les juges, elle est peut-être hiérarchisée. Alors, généralement, on dit que c'est le parquet qui est hiérarchisé. Mais peut-être que le siège aussi. Prenez la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle fait des arrêts qui sont très importants. Le juge, il doit s'y soumettre. Il y a une certaine pression qui est exercée sur lui. Parce que s'il ne respecte pas ces arrêts, qu'est-ce qui se passe par derrière? Il a rendu un jugement pour rien ou un arrêt s'il est en cours d'appel. Et bon, il va se faire taper les doigts par la Cour de cassation. Pareil au niveau européen. La Cour européenne des droits de l'homme, on n'aime pas quand elle est condamnée à la France. On n'aime pas. Et donc il y a cette pression qui s'exerce. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a influencé notre procédure française. Elle a influencé le code pénal français. La garde à vue, le régime de la fusion-absorption. Tout ça, c'est des influences de la Cour de cassation. Et cette influence, ça montre une dépendance. Le juge, il dépend de la loi interne et externe. Mais enfin, la justice, elle est rendue au nom de qui en France? Au nom du peuple. Du peuple français. Si la justice est rendue au nom du peuple, ça veut dire que le juge, il est soumis à la volonté du peuple. Il est soumis à ce que le peuple pense. Pensez quoi? Que si par exemple, dans l'affaire Maïnis, le juge avait condamné Nordal Lelandais à 5 ans de prison, il n'y aurait pas eu des contestations. Vous le pensez sérieusement? Cette pression que le peuple fait, c'est d'indépendance. Parce que ça va influencer sur la réputation du juge et aussi sur la confiance que le citoyen a envers la justice. Et si le citoyen n'a plus confiance en la justice, qu'est-ce qui se passe? Et bien la justice, elle ne peut plus fonctionner correctement. On a moins de dépôts de plainte, on a moins de personnes qui vont aller voir des avocats. À quoi faire? À quoi bon? On va plus avoir les parties civiles qui vont venir à l'audience pour témoigner. Parce qu'après tout, on ne les écoutera pas. C'est plus dur de voir son agresseur venir, être face à lui, et ne pouvoir rien faire et entendre le mot relax ou acquittement. Ça, c'est dur. Et ce peuple, il influence sur le juge. Mesdames, Messieurs, cher public, vous l'aurez compris, le juge n'est pas indépendant. Le juge, il dépend de la loi, de sa hiérarchie, du peuple. Alors à chacun ses fantasmes. Moi, c'est les hommes. Pour mon contradicteur, c'est l'indépendance des juges.
fantasme. Pourquoi fantasmer? Fantasmer, c'est entretenir l'idée, la représentation imaginaire suggérée par l'inconscient. Je vous demande, cher auditoire, de passer ce cap de l'imaginaire, de transcender la vue de l'esprit, et que nous nous attardions sur le réalisable, sur le concret. Fantasmer l'indépendance, c'est finalement simplement douter. C'est par l'intime conviction que le juge tranche. Ce qu'on lui demande fondamentalement, c'est de composer avec le doute et ses certitudes personnelles. Ma contradictrice aura tenté de vous convaincre, et je lui accorde pour sa ferveur ma sympathie. Je ne lui donne cependant pas raison. Désolé Sarah. Bien au contraire, j'aurai l'honneur de vous guider, cher auditoire, durant les prochaines minutes qui suivent, dans un camp meilleur, dans le camp des optimistes, dans le camp des bons râleurs, dans celui des citoyens intelligents et convaincus. Je trouve qu'il est trop simple de critiquer la justice. Il est très, très français de râler. C'est une des raisons pour lesquelles je vous pardonne volontiers. Je vais vous fournir un argumentaire finalement peu commun et original, à rebours de ce que nous propose généralement la société ou l'actualité, puisque je vais plaider la confiance en l'institution judiciaire. Les arguments précédemment développés par ma contradictrice, je les trouve inopérants, vains, confondre liberté du juge et dépendance, confondre respect de la procédure et dépendance, confondre l'opinion publique qui n'a pas sa place dans le prétoire et dépendance. Je trouve ça même dangereux. Je trouve finalement que ces arguments-là, eh bien, ce sont des fantasmes. Je remercie finalement la partie adverse car, dans son discours, elle a, sans le vouloir, simulé en vous l'exercice intellectuel quotidien auquel s'exerce le juge, celui du doute. Alors, je pourrais évidemment étayer mon argumentaire en vous faisant part de l'histoire de la justice française. Je pourrais énumérer tous ces juges qui, historiquement, se sont montrés indépendants. Ils jalonnent notre histoire de France. On les a connus ou peut-être qu'on ne les connaîtra jamais pour certains. Je pourrais faire cette histoire du droit là. Je pourrais aussi peut-être vous parler des exemples contemporains qui vous parleront plus, de juges qui ont rendu des décisions importantes contre des entreprises puissantes, peut-être même des gouvernements, contre de grandes pressions finalement. Je pourrais vous parler de la Cour de justice de la République. Je pourrais vous parler de la mise en examen de notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Je pourrais vous parler du juge Michel et de la French Connection. Je pourrais vous parler de la responsabilité des ministres et des hommes politiques. Je pourrais vous parler du parquet national financier qui paraît déranger une frange de la classe politique. Souvenez-vous-en, concitoyens du pays des droits de l'homme, nous avons ce privilège immense qui est celui de faire vivre une république démocratique, un état de droit dans lequel, très souvent, ce sont les lois qui triomphent et elles ne sont pas synonymes de dépendance du juge, bien au contraire. Vous percevrez déjà à travers la robe qu'arbore le juge, en plusieurs points similaires à celle que j'ai l'honneur de porter aujourd'hui, indépendance car formation du juge, indépendance car recours efficaces existants, indépendance car humanité, indépendance car devoir, indépendance car justice. En tant qu'élève avocat, défendre l'indépendance du juge, ce n'est pas qu'un exercice, c'est un honneur, c'est un privilège. C'est celui de démontrer qu'il est nécessaire de penser la justice et son avenir dans un ensemble, plutôt que de nourrir les dualités et les dissensions contre-productives. En tant qu'élève avocat, défendre l'indépendance des juges, c'est croire en la justice française et délivrer un message d'espoir, un message de confiance. Vous, madame, imaginons que vous avez 5 ans de formation en droit, allez, disons 7. 30 mois ensuite, après avoir réussi le concours, vous avez 30 mois de formation minimum au sein de l'École nationale de la magistrature. Ne vous estimeriez-vous pas indépendante? Ou bien, vous, monsieur, avec un parcours peu ou prou similaire, ou peut-être une intégration plus tardive au sein de ce corps de métier, après avoir intégré la magistrature et avoir épousé ses principes et ses valeurs, ne vous estimeriez-vous pas indépendant? Est-ce que tous les deux, finalement, vous en douteriez, peut-être, ce qui est humain, au point de vous donner intensément et en pleine conscience, au maximum de vos capacités cognitives et humaines, afin de développer une telle qualité, autant que faire se peut. Vous l'avez compris, je l'espère,
Je ne vous vends pas de rêve, je ne vous vends pas du tout de fantasme. Je vous parle sans entourloupe. La véritable indépendance et l'absolue impartialité, elles n'existent pas en soi. Nous sommes humains, faillibles, sensibles, mais dotés de raison et avec une conscience professionnelle, un sens du devoir, ce qui justifie le fait qu'il est inutile de chercher une indépendance absolue, une impartialité parfaite. Par ces biais, nous verserions dans des qualités qui sont humaines et puis qui deviennent soudainement mathématiques. Nous serions alors jugés par des machines, par l'intelligence artificielle. Et ça non, personne d'entre vous ne veut être jugé par une machine, par un ordinateur, par un algorithme. Finalement, soyons pragmatiques, nous sommes tous dépendants. Dépendants ou influencés par quelque chose, quelqu'un, une éducation, une situation économique, un statut marital, peut-être un dogme religieux, mais seul en votre fort intérieur, avec la responsabilité de décider du destin d'un individu. Croyez-moi, vous couperiez méthodiquement ces biais, ces liens, ces attaches, ces a priori, pour vous en libérer l'espace d'une audience, l'espace d'un verdict, l'espace d'une justice. Et c'est cela que j'appelle l'indépendance du juge. C'est cela que j'appelle l'indépendance. Le chemin de la vertu de l'indépendance, tout comme celui de la sagesse, il est déjà une fin en soi. Ça n'est pas un état, c'est une quête éternelle qui ne connaît pas de chute si l'on s'y astreint. Il en va de même pour l'indépendance du magistrat. C'est son chemin de croix, c'est son pèlerinage intérieur. Alors vous me direz, Arthur, indépendance, justice, devoir, indépendance, justice, ces termes-là ont été très redondants. Mais je suis obligé de vous parler de ces termes ensemble parce qu'ils sont indissociables, tout simplement. Le juge, il applique son indépendance inlassablement. Il l'applique lors de la lecture du dossier. Il l'applique lors de l'écoute des plaidoiries ou lorsqu'il croise le regard de chacun de ceux qu'il aura à juger. Les conclusions du rapport Truche, adressé au gouvernement en 1997, étaient spécifiquement destinées à l'indépendance du juge et aux moyens nécessaires pour y parvenir. Je me permets de vous en faire une courte lecture, simplement ces conclusions, qui sont, à mon sens, déjà en 1997, année de ma naissance, très éloquentes. D'un côté, une société en mutation rapide, ayant perdu ses repères et ses médiations traditionnelles, tend à demander à l'institution judiciaire plus qu'elle ne peut donner, à savoir la régulation quotidienne des comportements sociaux, professionnels et moraux. De l'autre, et sans lien nécessaire avec ce qui précède, les procureurs et les juges sont de plus en plus sollicités pour accomplir des tâches administratives et sociales, au détriment parfois de leur mission traditionnelle. La commission unanime estimait alors que refonder les principes sur lesquels repose la justice exige une volonté politique ferme, mais aussi des moyens significatifs. Je vous laisse le suspense de la dernière phrase du rapport Truche, que j'aime tout particulièrement. Je l'apprécie, alors je vais la savourer en vous la disant, parce qu'elle a une résonance toute particulière, même maintenant. Notre pays n'aura jamais que la justice dont il veut bien payer le prix. Comment ne pas y souscrire? Comment ne pas accorder cette vérité qui, déjà en 1997, était prévoyante de quelque chose de symptomatique de nos institutions françaises? L'indépendance du juge, oui, mais à quel prix? Il ne tient qu'à nous de miser sur notre République, sur notre justice et ses institutions, sur ses professionnels. Il ne tient qu'à nous d'y croire, assis depuis le public, debout devant le pupitre, ou composant le tribunal, la cour. Alors, l'indépendance du juge est-elle un fantasme? Et pourquoi fantasmer? Fantasmer, je vous l'ai dit, c'est entretenir l'idée, la représentation imaginaire suggérée par l'inconscient. Passons ce cap de l'imaginaire, transcendons la vue de l'esprit et attardons-nous sur le réalisable et le concret. Alors, l'indépendance du juge est-elle un fantasme? Un fantasme. Un fantasme. Écoutez bien, un fantasme. Mais cela n'a rien d'une lubie sexuelle. Moi, je vous parle d'une justice. Cela n'a rien d'une envie enfouie. Ça n'est pas une idée libidineuse.
Moi, je vous parle de confiance en nos institutions, en la justice. Le fantasme, il a soif, il frustre, il est enfoui au fond de nous et de notre esprit. C'est une réalité que l'on aimerait voir se réaliser, mais qui ne devrait pas se réaliser. Il est ami en psychologie qu'un fantasme, il ne devrait pas se concrétiser et qu'il est un moteur onirique de fond, une limite souhaitable qui empêche de faire vivre l'impossible. Et pourtant, je vous demande, mesdames, messieurs, de vous autoriser ce fantasme-là, ce fantasme précis, de considérer ce pseudo-interdit et de concéder cette confiance. Non, l'indépendance du juge n'est pas un fantasme. En se demandant s'il en faut peu pour être heureux, avec à l'objectif M. Alexandre Lamour, de la faculté de droit et sciences politiques de Montpellier, représenté par l'association Ilias, s'il veut bien arriver. Alex. Il est déjà avocat dans l'âme, il est en retard. Et M. David Gonçalves, représentant la faculté de droit et sciences politiques de Montpellier. Monsieur Lamour défendra la positive, Monsieur Gonçalves la négative. Monsieur Lamour, vous avez la parole. Le vent charriant ses cheveux en pagaille, cet homme rentrait chez lui. Son humeur contrastait avec le cadre qu'offrait cette douce soirée d'automne. À mesure que l'astre du jour se nichait à l'horizon, l'humeur de cet homme se dégradait. La journée avait été un calvaire, ce genre de journée que l'on aimerait oublier. Un patron lourd, des collègues trop à l'aise, et le pire du pire, toujours célibataire. La démarche haletante, le pas lourd, c'est un homme abattu qui rentre chez lui. Un homme en manque de ce à quoi nous aspirons tous ici, un peu de bonheur. Et le bonheur pour lui, il est tout trouvé. Se poser sur le canapé intégralement nu devant ses tabous, le pied sur la table basse et armé du meilleur ami de l'homme depuis sa conception, la bière. Et là, c'est l'extase, que dis-je, c'est l'ataraxie. Tous les bonheurs sont décuplés, c'est la synesthésie, il ne fait plus qu'un avec ce canapé devant lui. Tout aurait pu s'arrêter là. La chronique de M. Patrick Cohen aurait pu être le moment où il allait rejoindre les bras de Morphée. Mais ça aurait été trop beau pour être vrai. La journée fut dure, et le voilà estimé qu'une bière de plus ne lui ferait pas de mal. Et très vite, il lui en fallut une autre. Et vous connaissez le dicton, jamais 203, jamais 304, et pourquoi pas une cinquième, une sixième, il reste un peu de jaune faisant en pastis, ce n'est plus un œsophage, c'est un entonnoir. Et comme vous l'imaginez bien, ce fut un désastre. Cette journée compliquée s'achevait sur une note qui était tout autant. À la télé, Patrick Cohen s'était tu depuis bientôt 2 heures. Non, ça n'était plus lui, c'était l'histoire d'un livre perdu dans une jungle perdue dans un livre, une jungle perdue dans le livre de la jungle. Enfin bref, il n'y comprenait rien, il avait beau plisser les yeux, rien ne faisait sens. Pourquoi diable un ours faisait du prosélytisme auprès d'un enfant? Et que faisait un enfant beaucoup trop jeune à danser avec un canidé sous le regard d'une maudite panthère? Y avait-il des substances psychotropes dans ce pastis? Et surtout, que faisait l'aide sociale à l'enfance? Et puis il y avait cette musique enivrante, chantée par cet ours prosélyte et prédicateur. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Bien que sceptique, il s'essaya à la réflexion. Peu de cas meilleur moment pour philosopher que celui où nous en sommes le moins capable. Il en faut peu pour être heureux, mais qu'est-ce qu'être heureux? Nous allons tous nous mettre d'accord, c'est un sentiment de satisfaction générale. Aristote ajoutait même qu'il n'est autre qu'une vie durablement accomplie dans l'exercice de la vertu. En réalité, le bonheur, c'est une notion pour nous subjective. Pour certains, le bonheur, c'est la famille, c'est la santé,
Pour d'autres, c'est la gloire, la richesse. Pour les punaises de lit, c'est de réussir à déclencher un nouveau numéro vert. Le bonheur, c'est pas quelque chose d'objectif. C'est pas parce que vous possédez telle ou telle classe que vous êtes heureux. Je peux en tout cas dire que s'il vous manque une case, vous ne l'êtes pas. Maintenant, parlons un petit peu du peu. Peut-être que le peu peut s'entendre comme ce qui est nécessaire, ce qui a été désencombré. Et encore une fois, c'est une notion qui est subjective. Pour certains, peu, c'est rouler en Vespa sur les routes de la Toscane. Pour d'autres, c'est mettre la glacière dans le coffre de la Twingo et partir en pique-nique à la masse. Alors, en faut-il peu pour être heureux? Avant d'évoquer le peu, j'aimerais vous parler du trop. En faut-il trop pour être heureux? La question, elle se pose légitimement, et ce n'est pas moi qui vais vous répondre, c'est lui. Regardez-le bien, ne vous approchez pas trop, la même est d'accord fétide, mais regardez bien son visage pâteux. Voilà bientôt 4 heures qu'il est sur son canapé. Et ça n'est plus le livre de la jungle à la télé. C'est la session parlementaire sur Public Sénat. Cet individu, il est l'image parfaite de l'homme à qui le trop n'a pas rendu le bonheur. Voyez-vous, l'être humain, il est comme porté par cette quête, ce désir de l'illimité, du toujours plus, avec cette volonté de toujours plus désirer, posséder, avoir et même boire. Le problème, c'est que l'illimité, eh bien, le psychanalyste Lacan disait qu'il contient des biens mêlés à la souffrance. Autrement dit, à force de cueillir des fruits sauvages, on finit par en récolter des épines. Pour citer d'autres messieurs qui ont dit des choses, somme toute, très intelligentes, Platon évoquait lui l'image d'un tonneau percé. L'idée étant de montrer qu'une vie où l'on désire trop ne peut permettre d'accéder au bonheur. En fait, puisque le propre du désir est de renaître sans cesse, chercher à être heureux en cumulant le plaisir reviendrait à essayer de remplir le tonneau qui est percé. Pour rester dans le thème, c'est un peu comme si l'éco-cup de Pestis, cet homme, était trouvé. À chaque fois qu'il essayait de le remplir, eh bien, il s'est vidé, et alors il n'a jamais pu obtenir satisfaction. Ce qu'il a manqué à notre protagoniste ce soir-là, c'est la gratitude. C'est reconnaître que ce qu'il avait sur ce canapé est suffisant pour le rendre heureux. S'il n'en faut pas trop pour être heureux, il en faut assurément peu. Épicure, qui est né quelques années avant moi, avait une sorte de tutoriel pour être heureux. Selon lui, seuls les biens naturels et nécessaires conduisent au bonheur réel. Et il parla des biens tels que la nourriture, les vêtements, puisqu'il est pragmatique, le sexe. Inversement, il nous invite à nous éloigner des biens non nécessaires et non naturels, l'ambition, le perfectionnisme, la gloire, la richesse. La philosophie d'Épicure, elle peut se résumer en une phrase. Moins, c'est plus. Elle n'est pas une incitation à la fainéantise, décontrez-vous. Elle dit simplement que pour être heureux, il faut être prudent dans le choix de ses désirs, et donc il faut se satisfaire de peu. Alors peu, c'est d'abord un minimalisme matériel. Posséder moins d'objets matériels vous rend plus heureux puisque vous êtes moins stressé. Et c'est quelque chose que vous avez bien compris puisqu'une étude universitaire de l'américain Geoffrey Miller a démontré qu'en moyenne, les Occidentaux ne transportaient que 5 objets parmi lesquels on retrouve le suivant. Les lunettes, si vous êtes comme moi, un téléphone, une carte de transport, et enfin les clés, et enfin, je vous le souhaite, vérifiez tout de même, un portefeuille. Mais le peu, il peut aussi être artistique. Parfois, il suffit de 2, 3, 4 notes pour composer la plus belle mélodie. Let It Be de Beatles, 4 notes. Sweet Little Birds de Bob Marley, 3 notes. Et le minimalisme, il est aussi social. Pourquoi diable s'entourer du plus d'amis possible quand il suffit d'en avoir quelques-uns sur qui on peut compter? Et enfin, le sujet sur lequel je ne pourrais pas emporter votre conviction à tous. C'est un véritable complexe existentiel, agitateur des foules, fomenteur de révolution, il complexe l'homme autant qu'il le fascine, l'argent. Cette question, elle est épineuse puisque quand nous avons peu d'argent, nous sommes tristes, et quand nous en avons trop, nous sommes aussi tristes. Alors, que faire? La réponse à cette question, elle vous revient, mais je me permettrai tout de même d'ajouter quelques petits éléments pour vous éclairer. Un ami m'a un jour dit qu'il voulait avoir beaucoup d'argent, parce que son rêve n'était pas de passer ses vacances à Palavas-les-Flots, mais à Bali. Et là, je m'inscris en faux contre cette accusation honteuse. Dire que Bali est préférable à Palavas-les-Flots, c'est se fourvoyer jusqu'à l'os. À Palavas, vous avez le Transcanal qui vous fait bénéficier d'une vue exceptionnelle sur le canal à la vitesse sans précédent de 1 km/h. Vous avez également le musée du train à vapeur, l'office du tourisme, le casino en salon de fiche pédicure, et surtout, à Palavas-les-Flots, vous ne risquez pas d'être tué parce que vous êtes communiste. Il est là le bonheur. Un peu, mon bonheur, c'est ce qui me suffit. Et c'est
c'est aussi son bonheur à lui. Du moins, ça aurait dû être son bonheur à cet homme sur ce canapé. Puisque il aurait dû préférer le peu au trop. Une bière aurait suffi à son bonheur. Mais non, porté par cette quête de l'illimité, du toujours plus, il s'est laissé emporter. Et il se retrouve désormais à philosopher sur cette comptine pour enfants à presque 7 heures du matin. Quelle vie misérable. Une seule coupe de cette liqueur aurait suffi à son bonheur. Mais non, comme je vous l'ai dit dès le début, ça aurait été trop beau pour être vrai. La nuit fut courte, et l'astre du jour refait surface à l'horizon. Les premiers rayons se feraient un chemin entre les branches de l'oliveraie qui dominent la cour intérieure de sa maison. Du temps d'y retourner. La labeur l'appelle. Dans la précipitation, voilà qu'il oublie d'éteindre le téléviseur. Il s'en est rendu compte bien trop tard, c'est tant pis. Et la télé, ce n'est plus, c'est à vous. Ce n'est plus le livre de la jungle. Ce n'est plus la session parlementaire sur Public Sénat. C'est le journal de la santé, Michel Simès. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur les ravages de l'alcool chez les hommes célibataires proches de leur femme. Dans quelques heures, à quelques milliers de kilomètres d'ici, au Portugal, ce sera jour férié. Les Portugais, en cœur, enjoués, heureux, fêteront la fin de la monarchie portugaise. Alors, aura-t-il fallu peu d'armes, peu de sang? Peut-être. Aura-t-il fallu beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid? Certainement. Alors, à la question « en faut-il peu pour être heureux ?», la réponse est assurément non. Et là, cette réponse nécessite d'être précise, concise. Assurément, traiter le sujet sur l'aspect de la quantité était attendu, facile mais incomplète. Supposer qu'il en faut peu pour être heureux, comme il a été dit par mon traducteur, implique qu'il faudrait se contenter du nécessaire pour atteindre le bonheur. Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour être heureux? Et à supposer que l'on trouve ce qui est nécessaire, alors en faudrait-il beaucoup? L'exemple de la métaphore des tonneaux a été utilisé, a été manipulé d'ailleurs à bon escient. En réalité, la métaphore des tonneaux a surtout été utilisée par Socrate lorsqu'il débattait avec Calliclès, c'est d'ailleurs relaté dans le Gorgias de Platon. Il disait finalement que l'homme est un éternel insatisfait. Effectivement, cette métaphore du tonneau présente bien la quête du bonheur, une quête inutile. Et dès lors, nous avons déjà ici une indication forte. Nous ne pouvons devenir véritablement heureux puisque le bonheur serait une quête perpétuelle, éternelle. Alors, qu'est-ce que le bonheur, d'abord? Le bonheur, pour Aristote, c'est le suprême bien, le but final de la vie, de tout humain, homme, femme. Il parle d'ailleurs de ce suprême bien en partant de deux activités, ce qu'il appelle la poiesis et la praxis. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de latin. La poiesis, c'est ce que l'on pourrait qualifier de production. C'est une activité où on produit un objet extérieur à soi. Par exemple, l'artisan. La praxis, elle, c'est une finalité en soi. Et de ces deux activités, il constate que le bonheur, c'est une finalité. Et quelle est cette finalité pour être heureux? Eh bien, et indirectement, il renvoie à son moderne Descartes, c'est la pensée, la raison. Je pense, donc je suis. Et donc la finalité de l'être humain, c'est de penser, parce que c'est ce qui fait de lui un être qui existe. Premier constat, l'homme est heureux parce qu'il est un être de raison, de pensée. Être heureux, donc, c'est faire l'usage de cet esprit.
constamment, éternellement. Autre constat, celui de Kant cette fois-ci. Pour Kant, il est impossible de définir un bonheur, parce que nous en avons tous un différent. Certains souhaitent la richesse, d'autres la connaissance, et d'ailleurs, ce serait même faux de penser que l'on peut définir, que l'on peut arrêter une finalité, un bonheur précis. Prenez l'exemple de celui qui souhaite la richesse. Qu'est-ce qui l'assure qu'une fois qu'il aura obtenu cette richesse, il sera comblé? Celui qui aspire à la connaissance, peut-être même à la vérité ultime, à l'instar du philosophe. Qu'est-ce qui l'assure qu'une fois toutes ces connaissances amassées en lui, celles-ci ne lui feront pas découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux désirs? L'être humain, pour Kant aussi, est un éternel insatisfait. Et puis, Kant nous dit que si le bonheur, c'est la finalité de l'homme, alors la nature a vraiment mal fait les choses. Comme vous le savez maintenant, l'homme est un être de pensée et de raison. Et plus l'homme pense, plus il raisonne, moins il se contente du peu que la vie a eu lui offrir. Plus il va rechercher un bonheur ailleurs, un bonheur supplémentaire. Donc deuxième constat. Si être heureux, c'est faire l'usage de son esprit, Aristote, celui-ci ne sera jamais satisfait. Kant. Et alors, à ce sujet, une première réponse est possible. Non, on ne peut pas se contenter de peu pour être heureux, car l'humain est par nature insatisfait, et s'il est insatisfait, c'est parce que c'est un être de pensée, de raison. Le bonheur est insatisfaction, et c'est tant mieux. Prenez par exemple cet homme, qui a été décrit par mon contradicteur. Amateur de pastis, certainement. Imaginez qu'on le formate. On formate son esprit et on ne lui donne qu'une finalité, qu'un seul objectif de vie, boire du pastis. Je sais, vous savez, nous avons tous quelqu'un qui nous vient en tête dans notre entourage, le pasteur. Si cet homme-là est formaté à une seule et même chose qui est de boire du pastis, et que nous lui disposons sur la table constamment un verre rempli de pastis, alors est-ce un bonheur désirable pour vous autres? En réalité, il n'est plus. Il ne pense plus. Il ne raisonne plus. Il n'existe plus. Et je reprendrai cette phrase du philosophe Mill qui disait qu'il vaut mieux être un Socrate insatisfait qu'un imbécile heureux. Et oui, le bonheur, mesdames, messieurs, cher public, c'est un état d'esprit. Les hommes, disait John Locke, oublient toujours que le bonheur humain, c'est une disposition de l'esprit, pas une condition des circonstances. Ce n'est pas parce que vous avez peu que vous allez être heureux. À l'inverse, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup que vous êtes heureux. Non, ce ne sont pas les circonstances qui font votre bonheur, mais bien votre état d'esprit. Alors, je n'aurai qu'une consigne à vous donner. Enivrez-vous. Enivrez-vous de pleurs, enivrez-vous d'amour, enivrez-vous d'excès, enivrez-vous de plaisirs simples, enivrez-vous d'amis, de famille. Mes chers publics, je vous en prie, ne considérez pas qu'il en faut peu pour être heureux. Et enivrez-vous. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on voulait dire sur la question de savoir si on peut être heureux. Je vous prie d'applaudir une nouvelle fois M. Alexandre Lamour. Et M. David Gonçalves, et particulièrement M. David Gonçalves, qui a plaidé 2 fois ce soir. Cette première partie de votre soirée de droit s'achève. Cette première partie des jeux s'achève. Vous avez toute une autre série d'ateliers qui nous sont proposés et nous souhaitons une bonne continuation pour cette deuxième édition de